Hello, hello. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Salut tout le monde. Salut. Hello, hello. Bon, on est juste pile à l'heure. On a une petite frayeur parce qu'on était dans une autre studio et un ancien studio. En fait, on ne pouvait pas relancer. Il fallait recréer tout un truc. À chaud. Mais en fait, on est bon, impeccable, pile à l'heure. Donc, on va attendre un petit peu que les Et gens on est arrivent. sur LinkedIn et sur Twitch. Normalement, C'est oui. pas mal. Ouais. Bah bravo Brice, franchement, ça c'est professionnel. Hein. Ouais, c'est pas. On sent que c'est pas encore tout à fait dans la fluidité du truc, quoi. Hein. Eh ouais, mais bon, à la 10e, ça ira mieux. Ouais. Alors, on était bien jusqu'au oui. moment où je me suis dit, il n'y a pas le bouton lancer le live. Et en fait, c'est normal parce que on était dans un studio qui n'était plus habité. Enfin, voilà. C'est comme ça. Eh bien, il est quart. Je ne sais pas si on peut déjà faire des présentations ou si on attend on pourrait encore commencer. un petit peu. Ouais, si on va commencer. On peut aussi attendre un petit peu. Il y a une ou deux personnes. On est 3-4 déjà, 5 là. Voilà. On va peut-être pas faire attendre tout le monde alors. Yes, bon, mais c'est qui Emmanuel alors? Ah ben oui, aujourd'hui Emmanuel. Nous avons un invité. C'est moi. Voilà, Emmanuel, c'est pour toi. parler de WordPress et de dev, voilà, avec Silex. Et donc, eh bien, nous avons Emmanuel qui est avec nous. Et on va peut-être le laisser se présenter. À toi, Emmanuel, si tu veux bien nous expliquer qui tu es. Voilà. Merci, Emmanuel, donc, Emmanuel Mutel. Je suis designer et intégrateur depuis peut-être le siècle dernier, donc je dirais même depuis pas la chute de Lehman Brothers, mais la bulle Internet des années 2000. Donc, avec comment dire, passage par toutes les technologies, du pur HTML au départ, du Flash, l'apparition des CMS, WordPress entre autres, avec toujours du travail sur du design, sur du design, de l'ergonomie et puis de l'intégration HTML, CSS pure. Et là, les hasards font que j'ai croisé Alex sur LinkedIn, je crois que c'était pas à partir de là, qui m'a présenté l'outil Silex. Et puis voilà, la question se pose de mettre ça dans la boîte à outils en complément de tout ce que j'utilise et je sais faire jusqu'à présent, avec pas mal, je pense, de points d'intérêt qui sont, je dirais, la possibilité d'être en mode hybride, utiliser des CMS pour la gestion de contenu et de publier du HTML, CSS entre guillemets classique ou fixe pour tout ce qui est optimisation du code, rapidité du site, sécurité, etc. Voilà. Donc, un grand intérêt pour ce type d'outils, et notamment là, Silex, que je commence à prendre en main. Donc, je ne suis pas non plus un expert, mais j'essaye de retrouver mes petits par rapport à ce que je sais faire, ce que je faisais jusqu'à présent. Très bien. En fait, c'est le principe de cette émission, c'est qu'on puisse avoir des points de vue aussi de gens qui sont pas le nez dedans comme nous depuis tant d'années, quoi. Donc c'est cool. C'est cool de voir en fonction des utilisateurs ce que chacun peut en faire en fonction de son bagage. En effet, ouais. C'est intéressant. Je ne sais pas, nous on se présente plus, à chaque fois on se présente, mais. Si, vas-y, moi je veux savoir c'est qui toi, Brice. Moi, du coup, oui, j'utilise Silex depuis le début, donc ça fait déjà pas mal d'années, oui, parce que Silex existe depuis, je crois, 15 ans, c'est ça, Alexandre? 10 ou 15 ans? Je crois, ouais. C'était aussi la bulle Internet, je crois bien, à peu près par là. Ouais. C'est vrai, ouais. Et moi, je suis arrivé par le côté plutôt web designer, donc côté graphique. Et maintenant, je fais tout ce qui est intégration grâce à Silex. Voilà.
Moi aussi, je suis arrivé par ce côté-là. Hein. Je suis arrivé par le côté design aussi. Ouais. C'est vrai que Flash, à l'époque, ça permettait de faire des sites en n'étant pas forcément très codeur. On pouvait se débrouiller à peu près avec tout type de design, d'animation. C'est un outil assez complet. Ouais. Oh, c'était assez exceptionnel, mais peut-être un peu pas très ouvert, un peu limité aussi, en tout cas. Eh bien, à toi, Alexandre, présente-toi. J'avais souvent vu dans Flash quand même, hein, parfois. Comment Ouais, je sais pas, il y a un décalage. J'avais souvent des coups de fil de designers un peu perdus parfois qui m'appelaient dans Flash en mode putain, je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe sur ma timeline, j'ai mis un bout de code, j'ai copié-collé un bout de code et ça part en couille. Oui, mais bon. Ah oui, c'était une bonne époque quand même. Et donc, mais voilà. Et donc, bah, moi, je prends la suite alors. Oui. Bah, moi, je suis Cobris sur Silex depuis le début et je fais la partie développement. Voilà. Donc, développeur à fond. Silex, c'est codé en TypeScript, JavaScript, côté client et côté serveur. Et ça génère des sites qui sont du Eleventy. Voilà. Donc, du coup, moi, ça m'éclate de faire des sites statiques hyper performants, mais en drag and drop. Voilà. Donc, je ne fais pas des sites, mais je fais le support pour les gens qui font les sites avec Silex. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure ce sur quoi je bosse à la fin, une interface pour remplacer la sélection des classes CSS dans Silex. Et voilà. Et ben, c'est cool. On fait quoi alors je monte mes news là. Montrons, oui. Alors on va montrer un tout petit peu des news sur l'évolution de Silex. Voilà. Et après, on pourra partir sur un cas concret, c'est-à-dire l'utilisation, la première, l'impression qu'a eu Emmanuel en utilisant Silex, ce qu'il en a pensé. Voilà. Sur mon premier site. Voilà. Ça marche. Alors, je partage ton écran, Alexandre. C'est ça? Tu veux nous montrer des choses? Vas-y. Ouais, sans problème. Ça marche. Alors, donc, moi, je prends, comme je n'ai pas en tête toutes les news, je prends le Mastodon de Silex. Donc, Mastodon qui est un Twitter en mieux. Donc, bah, là, déjà, ça, c'était l'émission du mois dernier. Voilà. Là, déjà, il y a eu une courbe des stars, des étoiles qu'on a sur GitHub, des gens qui like GitHub, depuis 2014 jusqu'à 2024. 2025 et on voit qu'il y a quand même vraiment une progression, toujours un peu plus de gens qui s'en servent. Voilà. Si vous avez des questions dans les chats, n'hésitez pas, moi je vais passer vite fait. On a un nouveau sponsor, donc c'est une boîte qui s'appelle leadslink.com et qui est sponsor à $100 par mois. Je ne sais pas trop ce qu'ils font avec Silex. J'ai essayé de leur écrire, mais personne ne m'a répondu. Donc, je ne sais pas. Voilà. Et quoi d'autre? Des événements qu'on fait aujourd'hui. Il y a des nouveaux utilisateurs, il y a des stats. Donc, ce qui est intéressant dans ces statistiques, c'est qu'on voit qu'il y a 300-400 utilisateurs nouveaux par semaine. Mais il y a 700-800 utilisateurs par semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas nouveaux et qui viennent vraiment, qui construisent leur site. Ça nous donne une idée un peu de combien de gens construisent leur site avec Silex. Voilà, bon, c'est pas du niveau, évidemment, d'outils comme Webflow ou WeWeb, mais voilà, et ça fait longtemps que ça dure et c'est en grosse croissance quand même parce que c'est qu'il y a 300, 400 personnes qui construisent des sites, donc on va avoir plein de sites qui vont arriver bientôt, je pense. Voilà. Et puis ça, ça c'est rien du tout et voilà, c'est tout. Et suivre les news Silex là-dessus. Là, il y a un flux RSS pour rend l'antenne. Ça coupe un petit peu, Alexandre. Tu frises. On a eu les infos, mais bon. C'est pas de la grande fluidité. Je frise. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est-à-dire que là, on t'entend, mais on ne te voit plus.
Et ah non. C'est il est mieux, là revenu. C'est mieux. C'est bon. Voilà. Oui. Et il est revenu. Voilà, bah, je disais, vous pouvez suivre les news sur le mastodonte Silex. Je vous rends l'antenne. Ah, voilà, j'ai entendu antenne, je me suis dit, je pense qu'il a fini. Ça marche. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Maintenant, on peut passer peut-être à Emmanuel et à ce que tu... Oui. Ton impression, ta première utilisation. Donc, je vais reprendre, je pense qu'on va pouvoir partir. Voilà. On est sur ton écran. Attends, c'est mon écran. Donc, je vais aller directement. Donc, c'est bon, là, ça a changé. Ouais, on est dessus. Ouais. Donc, je suis directement sur l'interface de... Alors, je ne sais pas si on reprend tout à zéro, ouais, peut-être pas, mais voilà, Silex. Donc, toi, Emmanuel, tu l'as pris en... Tu as utilisé Silex il y a long... Tu l'utilises depuis combien de temps, alors? Là, c'était, je ne sais plus, début janvier, mi-janvier. On s'est parlé avec Alex. Je me suis connecté sur... J'ai ouvert un compte sur Silex et puis j'ai envoyé directement, tu vois, 6 janvier, la première instance d'un site. Évidemment, je n'ai pas travaillé un mois dessus. J'ai quelques autres activités en parallèle quand même. Donc, je suis parti de rien, de vide, sans template, sans rien, sans aucune déjà idée de ce que j'allais rencontrer. Puis, commencer à regarder un petit peu l'interface en quelques heures, essayer de construire au moins, comprendre la philosophie de l'outil, ce que j'y retrouvais ou pas par rapport à le début d'un projet qu'on peut avoir quand on part sur un codage à partir de design ou codage de pages HTML, CSS qui vont être utilisées ou dans un CMS ou à partir de rien par des développeurs. Donc ça, c'était le but, c'était de commencer à créer des templates en partant de la page d'accueil et voir comment structurer sa page. Donc, je me suis intéressé à la construction de ma page d'accueil dans sa structure, donc qui peut s'apparenter à la création du HTML avec les outils. Je ne maîtrise pas encore 100% l'interface, mais avec des outils de bloc qui vont permettre de glisser, déposer dans l'interface des conteneurs ou des éléments de contenu, des images, des vidéos, des textes, etc. Ça reste très sobre. Après, il y a tout ce qu'on va y mettre dedans. Donc, j'ai commencé à déplacer ces éléments-là, à voir comment ils s'organisaient, à voir comment les organiser, à retrouver, donc, toujours en essayant de retrouver la logique de construction des pages, à retrouver la logique du HTML dans les calques, et voir comment retrouver ces petits par rapport à ce qu'on avait visuellement. Parce que visuellement, moi, je ne suis pas du tout habitué. J'ai travaillé il y a très longtemps avec des outils WYSIWYG, what you see is what you get, comme on disait. Je ne sais pas si ça se dit encore, d'ailleurs. Il y avait Dreamweaver, il y avait des trucs encore plus anciens comme FrontPage, qui produisait des choses catastrophiques derrière en code. Et donc depuis, quand je travaille sur du HTML, c'est dans le code, c'est avec des éditeurs de code. Donc je suis très peu habitué à utiliser une interface visuelle de ce type-là, et je suis pas déçu parce que j'arrive à comprendre facilement ce que je suis en train de faire, comment réorganiser mes éléments, construire des lignes, des éléments de contenu, des containers, des colonnes, etc. Tout ce que je retrouve une logique qu'on peut retrouver dans les logiques avec des frameworks type Bootstrap ou autres. Je le retrouve ici. Alors évidemment, c'est sous une autre forme, on n'a pas le HTML sous les yeux. Donc ça, c'est un peu perturbant au début. Donc ça, c'est la première étape. J'ai commencé par là, puis après j'ai commencé par ça, essayer de comprendre comment on allait lui associer des styles, comment on allait organiser ces éléments, les rendre visuels, et donc retrouver à partir de l'interface tous les éléments qui correspondent au CSS. Et donc là, je suis pas non plus perdu. Je parlerai après de ça justement avec l'expérience du HTML et de CSS. Alors, je suis un peu perdu dans l'utilisation rapide de ces outils parce que je n'ai pas encore la main, l'utilisation courante de l'interface. Donc, je fouille encore assez souvent dans les éléments, les divers éléments qu'on peut associer à des containers, à des objets qu'on va poser, des objets HTML en fait.
Donc ça, c'était la deuxième phase, c'est d'essayer de voir comment on allait vite et comment retrouver tous ces petits par rapport aux classes CSS, enfin pas les classes, par rapport aux éléments CSS qu'on a l'habitude de manipuler, et puis la gestion des classes. Voilà. Juste, tu parlais de rapidité, juste, en fait, tu as un outil recherche en haut aussi, si jamais tu veux. Oui. Parce que moi, je sais qu'au début, je ne l'utilisais pas, je ne l'avais jamais trop remarqué. Et en Search, fait, il est là, oui. Ouais, voilà, du coup, tu peux bah oui. Rapidement après les bordures, les trucs. Mais je sais qu'il est un peu caché, on ne le voit pas forcément. Mais d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il est. Je l'avais vu dans une de vos vidéos, parce que j'avais regardé quelques vidéos quand même à l'avance, je ne suis pas parti de rien. Ouais, ça peut être important parce que c'est vrai que là, il y a une petite. Enfin, c'est un petit peu austère comme présentation, mais bon, c'est pas gênant. C'est surtout de savoir à quel endroit on va retrouver. Moi, j'ai l'habitude dans les CSS d'organiser tous mes éléments d'une certaine façon, de travailler par exemple de placer d'abord tout ce qui concerne dans les CSS, la taille, la position des éléments, etc. Donc là, on n'est pas perdu, mais visuellement, je ne les retrouve pas forcément très vite. Oui. Okay. Donc ça, c'est une petite démarche. Après, c'est une gymnastique. Hein. C'est la prise en main de l'outil. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, je me suis intéressé là, on parle des styles appliqués à des éléments. Après, je me suis intéressé à savoir comment on associait des classes et qu'on construisait des classes et les associait aux éléments. Donc, dans cette partie de l'interface. Donc, évidemment, on peut créer des classes, leur assigner des styles, etc. et les assigner aux éléments. À ceci près qu'évidemment, partant de rien, je fais à peu près tout. Enfin, je fais à peu près tout à l'envers au début parce que j'ai commencé par assigner des styles à des blocs et puis leur assigner des classes ensuite en les créant, en leur créant en leur assignant des classes existantes ou des classes que je créais. Et je me suis bien mélangé les pinceaux entre les styles que j'appliquais à un bloc et les styles que j'appliquais à une classe qui pouvaient être appliqués à un bloc. Ça, c'est pareil, c'est une petite gymnastique à prendre. Qu'on n'a pas, quand on construit en HTML, CSS pur, à moins d'aller mettre des styles inline directement sur les blocs, on n'a pas ce choix-là entre les deux. On crée des classes et puis on les applique ensuite au bloc voulu. Donc là, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, mais je pense que c'est pas très grave. C'est une fois que tu le sais, quand tu commences un projet, commence à réfléchir déjà à l'ensemble de ta structure et des classes que tu veux mettre avant de commencer à travailler le design sur des blocs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre pour ouais, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une classe dans le vide sans l'attribuer tout de suite à un élément, en fait. D'accord. Ça, on ne peut pas. Tu veux nous dire, on ne peut pas créer une classe et après se dire, cette classe, je vais l'attribuer à tel élément. Là, en fait, pour créer une classe, on est obligé d'être sur un élément. Non, Alexandre? Je crois. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, ça déjà, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui commencent par, en fait, si tu crées pas de classe, en fait, le sélecteur, c'est l'ID. Si tu vois là, en dessous du sélecteur manager, là, en haut à droite, là où il y a les classes, en dessous, il y a écrit selected 2 points. Et si tu mets pas une classe, il sélectionne l'ID du truc. Voilà. C'est ça. Donc, c'est comme si... Ouais, pardon. Ouais, donc tu appliques des styles à un seul élément. Voilà, un seul élément, ouais. Et ça, il faut faire attention au début. Ça peut se faire. Mais ouais. Il y a beaucoup de gens qui commencent, puis après, ils sont obligés de changer quand ils voient qu'ils veulent réutiliser le style un peu partout. Ouais, exactement. Ouais. Il faut commencer par créer des classes et voilà. Mais bon, c'est comme en HTML, quand tu commences à foutre des trucs sur les ID, c'est quand même qu'il y a un truc bizarre. Hein. Si tu mets du style sur des ID, je veux dire, c'est pas terrible. Mais oui, bien sûr. On a une question dans le chat, en fait. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Excusez-moi. C'est Virtual Code qui pose, comme d'habitude, une question très pertinente et pas forcément un peu gênante. Mais c'est vrai, en fait, on a besoin d'un compte GitLab pour se loguer à Silex. Et pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas d'autres trucs? Alors, on pourrait avoir, par exemple, un GitHub, mais on a besoin de services qui stockent les données. Parce qu'en fait, le concept, c'est pas juste de se loguer, c'est de se loguer et de stocker tes données dans ton compte à toi. Donc,
à l'époque de Silex V2, la version d'avant, il y avait Dropbox, il y avait GitHub, il y avait des trucs comme ça. En fait, tout ce qui peut stocker, voilà, le FTP, etc. Et là, dans la V3, il n'y a pas GitHub, il n'y a pas Dropbox, parce que là, on essaie vraiment de pousser les gens à utiliser des logiciels open source, voire libres si on peut. Donc là, dans Silex, on peut se loguer avec le FTP ou avec GitLab ou avec Framagit. Voilà. Et effectivement, du coup, il faut se créer un compte, mais en fait, c'est une bonne opportunité pour vous de passer à un outil open source. Et l'autre truc, c'est que quand on publie, on peut du coup publier directement sur ton GitLab. Et c'est eux qui vont aller, par rapport à s'il y avait je sais pas, on pourrait avoir un login effectivement Google, qui soit juste pour se loguer, mais dans ces cas-là, les fichiers seraient chez nous, donc on paierait pour les utilisateurs. Et là, c'est un truc gratuit, 100% gratuit, il n'y a rien de payant. Donc forcément, on n'a pas envie de stocker vos fichiers. En même temps, c'est gratuit pour vous, donc autant vous connecter avec un truc qui gère les fichiers. Et le deuxième truc, c'est que si on se loguait juste avec un Google, on devrait aussi publier le site et le mettre live en ligne à partir de chez nous, en fait. On pourrait pas. Alors que là, GitLab, il y a tout un truc de build qui est hyper puissant, en plus, qui ouvre des portes énormes pour pouvoir optimiser les images ou changer la manière dont on veut que le HTML soit généré. On peut le faire de manière standard et dans GitLab, parce qu'ils ont un système de pipeline et tout. Donc, c'est une utilisation avancée de Silex, mais ça ouvre énormément de portes aussi, en fait. Voilà. Je sais pas si je suis très clair, mais ouais, Silex, c'est 100% gratuit. Ouais, il n'y a rien. Nous, on l'utilise chacun là pour faire nos sites qu'on vend. Mais en vrai, l'outil, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que c'est un outil libre. Il n'y a personne qui va monétiser. Moi, quand je passe 2 jours là, à bosser sur une feature comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai pas envie que derrière, il y ait une boîte qui aille se faire de l'argent, même si c'était open source, mais qu'ils se font de l'argent en monétisant d'une manière ou d'une autre les utilisateurs, par exemple, en vendant de l'hébergement ou en vendant, pire encore, des features qui sont payantes. Donc, c'est le Open Core. C'est vraiment un modèle de merde, l'Open Core, quoi. Tu sais, t'as toujours le moment où tu veux faire un truc et puis là, tu te rends compte que juste cette feature qui est vraiment essentielle pour ton projet, bah, elle est payante. Donc, oui, c'est bien de vendre les trucs qui ont de la valeur, mais je trouve que c'est mieux vendre, il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise des outils propriétaires aussi, mais pour construire un logiciel qui est vraiment adapté aux utilisateurs, le mieux, c'est que ce soit les utilisateurs eux-mêmes qui le construisent, en fait. Voilà. Et donc là, bah, s'il te manque une feature, eh ben, tu vas soit payer quelqu'un pour la rajouter et tu payeras, mais que vraiment pour ce que tu veux. Tu ne payeras pas pour le marketing dans des pays que tu ne connais même pas, dans lequel on voudrait éventuellement déployer un truc qui ne t'intéresse pas. Enfin, tu vois, voilà. Ça perdure pas dans le temps. Bah écoute, si. Là, regarde Silex, ça fait 15 ans. En fait, l'avantage, il y a des inconvénients et des avantages. L'avantage du libre, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour que ça perdure, justement. Il y a besoin vraiment d'un tout petit peu. Il suffit de 3 personnes qui l'utilisent et qui le maintiennent. Et puis, voilà, c'est ce qui se passe là. Bon, là, j'exagère un peu avec 3 personnes, mais il suffit qu'il y ait une boîte ou deux qui l'utilisent. Et puis, il n'y a aucune raison que ça meure, puisque ça coûte rien. Et voilà. Mais effectivement, par contre, ça évolue un peu moins vite. C'est un peu plus, tu vois, l'interface, elle est un peu roots. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de payer. Oui, c'est vrai, ça avance plus lentement, ouais. Et il n'y a personne qui a envie d'aller payer là pour que les petites drop-down, là, ce soit des boutons, que ce soit un peu plus design et tout ça. Mais voilà, en fait, en gros, on ne paye que pour ce qu'on veut. Voilà, ce que les gens ils veulent, et ben, ils payent pour le développer sous forme de temps ou sous forme d'argent. Voilà. Mais ouais, voilà. Voilà. Après, ça n'empêche pas l'innovation aussi. Parce que du coup, c'est vraiment plus proche de... C'est nous-mêmes qui faisons nos outils, quoi. Bref, excusez-moi. Alors, et surtout, Virtual Code, n'hésite pas à continuer à poser des questions. C'est hyper intéressant. Donc, Emmanuel, revenons à ton... Oui, à plus ou moins la courbe d'apprentissage où savoir en combien de temps on pourrait être, entre guillemets, pas autonome, mais d'utilisation professionnelle pour quelque chose pour déjà mettre en place un site, même un site de présentation de société ou autre, quoi.
Où en étais-je? Alors, je parlais de retrouver la logique de la structure HTML, retrouver la logique des CSS, etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, ouais, peut-être tu voulais parler du fait qu'il y a besoin de, enfin que t'as possibilité de mettre du code aussi. Oui, Tu alors, voulais ouais. parler du Alors, parce que, responsive aussi. ouais, parce que, oui, le responsive aussi. Parce qu'on parle de no-code, mais, enfin, no-code, mais on peut être totalement no-code. Mais je pense que vite, sur certains projets, il va falloir passer en low-code, c'est-à-dire pouvoir quand même agrémenter, ne serait-ce qu'en CSS. Pour quelques petites limitations, on est un petit peu obligé de passer, ce que j'ai été voir, le custom code. Alors, c'est là, voilà. Et donc, on a la possibilité d'insérer du JS là-dedans, du CSS, et notamment d'utiliser les variables CSS qui sont quand même bien pratiques. Et il y a, a priori, sauf erreur, il n'y a que cet endroit pour l'instant où on peut les utiliser en dehors de la possibilité de faire appel à des CSS externes qu'on pourrait générer à partir d'un workflow, enfin d'un workflow externe. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude quand même de travailler avec des managers, des task managers comme Gulp qui vont me générer des CSS optimisés à partir de SCSS, enfin du préprocesseur SCSS. Donc ça, dans ce que je connais, j'ai l'habitude de pratiquer, je pourrais toujours générer un certain nombre de CSS externes que je rapatrierais dans Silex ou auquel je ferai appel par le biais de ce custom code. Mais Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça serait un peu une hybridation entre le travail le plus simple dans Silex, la mise en page la plus simple dans Silex, d'aller aussi loin que possible dans Silex sans en sortir, parce qu'effectivement, à l'arrivée, il y a quand même les questions de rapidité. Générer une seule CSS qui va être générée par Silex, plutôt que faire appel à des éléments extérieurs, ça va nous coûter plus cher en ressources et autres. Donc, il y a toujours cette idée d'aller au plus... de publier un site le plus rapide possible à l'arrivée, le plus léger possible. Donc, c'est vrai que trouver l'équilibre entre les deux, voilà, c'est des questions qui vont se poser sans doute sur des habitudes de travail qui sont pas, pour moi, qui sont pas celles de Silex encore. Voilà. Ouais, j'ai jamais vu personne faire ça en fait, vraiment mélanger du code. On met tous de temps en temps des petits bouts de code. Voilà, ou des librairies, c'est vachement pratique. Là, l'éditeur que tu montres, il est vachement pratique pour rajouter, ou alors une fonte un peu spéciale que tu héberges toi-même, ou un truc un peu custom, quoi. Voilà ce que tu as envie de faire. J'avais carrément chargé Bootstrap en entier, là, juste pour tester. Ce qui n'est pas à faire. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens là qui parlaient de, comment ça s'appelle, un autre CSS, un autre framework CSS qui serait facile à utiliser dans Silex en fait. Donc il y a une feature request, bon pour l'instant personne l'a prise, mais oui, Tailwind, pardon, oui, oh là là. Comment puis-je oublier? Et c'est vraiment cool Tailwind, en plus tu poses des classes, en fait ça déplace la complexité du CSS dans les classes plutôt que d'être dans le CSS lui-même. Et c'est pas mal, c'est pas con, c'est possible de faire ça, ouais. Ou par exemple, ça peut être utile si tu veux faire plusieurs thèmes. Tu veux faire par exemple plusieurs versions de ton site pour une raison ou pour une autre. Tu peux le faire en CSS externe, ouais. Et puis il y a les habitudes de travail où j'ai plus tellement l'habitude de faire de la CSS. Je fais de la SCSS. Après je passe dans le préprocesseur, ça mouline pour me les minimiser, etc. Et donc à l'arrivée, c'est un travail beaucoup plus rapide sur la CSS parce que la factorisation n'est pas la même. On a des variables, on a des choses comme ça qu'on retrouve un petit peu en CSS avec les variables CSS. Mais l'écriture CSS est plus longue que le préprocesseur SCSS. Que le SAS. Voilà, mais tu peux effectivement faire comme ça, puisque Silex, quand tu poses une classe là dans le truc ça pose juste la classe, il n'y a rien de magique, c'est vraiment que du basique standard. Ouais, c'est pas con. Donc voilà, après, à voir quels sont les impacts sur le poids du site derrière si on fait appel à des CSS extérieurs, même si après, si elles sont optimisées, il n'y a pas
Ouais, non, il n'y a pas de raison. Ouais. C'est pas forcément C'est un massacre, comme, voilà, c'est pas... Non, ouais, c'est comme si tu le faisais à la main, en fait. Voilà. Après, on pourra regarder après si vous voulez, mais quand dans le build, quand tu publies, il y a un truc qui s'exécute sur GitLab pour publier le site. Et là, si on veut, on peut intervenir pour aussi bundle. Tu peux prendre tous tes JS et les mettre dans un seul JS, prendre tous tes CSS. Voilà. On peut faire aussi des trucs. Ça pourrait aller vachement loin, quoi. Ouais, tu pourrais même publier tes SaaS, en fait, les builds au moment où tu publies. Enfin bon, bref, ça, c'est des trucs de dev. Mais après, voilà, c'est la courbe d'apprentissage, mais là, on n'est pas au début, on est, on est un peu plus loin dans le truc, là, effectivement. Ouais, là, on est déjà... Donc, on avait parlé, donc voilà, pour les questions CSS, les petites limitations, justement, le jeu de cascade, pouvoir cibler des éléments enfants, par exemple, d'un élément générique, ou associer des CSS, des styles génériques, par exemple... styliser tous les P, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. On ne peut pas le faire a priori, à part dans le custom CSS. On ne peut pas choisir une balise générique, et la styliser. Sauf alors, il faut pas en effet, tu peux pas. Il y a plein de trucs. C'est très limité. Là, c'est vraiment juste une classe sur. Ça ressemble en fait au design token, là, ce qu'il y a pour l'instant. Mais je suis en train de bosser sur un truc. Qui justement permet de faire exactement ce que tu dis là. Est-ce que vous voulez que je vous montre maintenant ou est-ce que je te laisse finir et je montre à la fin? Je sais pas, je vais aller plus vite, et puis comme tu veux, non, mais il n'y a pas de stress, juste passer sur l'histoire du... Ouais. C'est pareil, le responsive. Ouais, ok. Ouais. Alors, j'ai pas switché entre... Ça t'a paru facile, ça, le responsive dans Silex? Ça t'a paru alors, c'est pareil, oui et non. Enfin, oui et non. Moi, j'avais aussi... j'ai l'habitude aussi d'avoir mes petits paramètres, mes petites media queries, et puis des choses un petit peu plus fines réglées automatiquement dans ma gestion de CSS. Donc là, j'ai mis un petit peu de temps à découvrir le truc déjà, de découvrir que le responsive est là et qu'on affiche un certain nombre on affiche le comportement en fonction du choix dans le menu, qui est donc, on voit, ça ne marche pas tout le temps pour moi, là, je n'ai pas tout bien réglé. Donc, le principe, c'est, on choisit, par exemple, tablette, et on va régler les styles et les paramètres pour le mode tablette. On est d'accord, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Si on règle pour le mode tablette, si on l'a réglé pour le desktop et qu'on le règle pour le mode tablette, tout ce qui est en dessous du mode tablette prend le mode tablette, je me trompe ou... Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Ouais, ça va en descendant. Donc ça, a priori, pas de problème, si ce n'est qu'il faut déjà comprendre un peu la logique aussi, c'est pareil, partant de zéro, si on ne sait pas comment se comporte un site sur mobile, qu'est-ce qu'il faut travailler comme ergonomie, comme faire attention à quoi sur mobile ou sur écran d'ordi, voilà, on part de rien, donc là, je pense qu'on doit pas mal mouliner pour apprendre dans Silex. Donc là, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, j'ai des questionnements sur les optimisations d'images, les choix comment faire des source sets et des choses comme ça, qui se passent a priori dans les... C'est un peu plus compliqué, dans les paramètres des composants, c'est ça? Parce que là, typiquement, je mets une image. Je mets une image. Donc, j'ai réoptimisé mes images parce que c'était beaucoup trop gros. J'avais commencé avec n'importe quoi, juste pour tester. Donc, je les ai remis à des tailles correctes, mais là, je suis plutôt en choix de taille pour tablette. Donc, ça colle à peu près pour le mobile, ça colle à peu près pour toutes les versions du site, mais évidemment, moi, je voudrais faire appel à des images particulières pour le mobile et évidemment les autres. D'autres pour le desktop. Ouais, alors, ça, effectivement, tu as plusieurs façons de le faire, mais le mieux, c'est de le faire de manière automatique en installant un plugin sur GitLab. Okay. Donc, mais c'est une utilisation un peu avancée, mais ça te permet de transformer toutes tes images au moment de la publication. Donc, tu te fais pas chier, tu laisses les mêmes grosses images partout. Et au moment de la publication, ce plugin, il va resize les images en plusieurs tailles et il va te les changer dans ton HTML final en fonction de, tu vois, avec un source set, etc. Donc, il va faire vraiment des images responsives. Voilà. C'est le plus simple. Sinon, tu as toujours la solution de poser un
plusieurs images en fait et de les montrer ou de les cacher selon avec une media query. Donc selon la taille de ton écran, donc tu te mets en mobile et tu caches l'image puis tu en mets une autre qui est que visible en mobile. Je sais pas si C'est tu parce vois que ce là, je veux dire. si on se met en tablette et qu'on réimporte une image, l'import il se fait pas que en mode tablette. Ouais, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Oui, parce que en fait, ouais, le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, les CSS, donc tout ce qui est dans la partie droite, les styles, eux sont dans la partie droite, mais le petit pinceau là, voilà. Ça c'est ça qui est concerné par le responsive. Dès que tu changes un truc là-dedans, ce sera visible sur toutes les tailles inférieures, toutes les tailles plus petites. Donc si tu changes sur desktop, ce sera visible partout. Voilà. Okay. Mais si tu changes par contre l'URL d'une image, là si tu changes vraiment le HTML, tu changes pas juste le style alors. Voilà, c'est là, donc c'est pas dans les styles en fait. Du coup, ça c'est valable pour toutes les. Il n'y a pas d'histoire de responsive, c'est valable pour toutes les tailles. Mais tu peux aussi, il y a un truc très simple que tu peux faire aussi, c'est dire en fait je vais utiliser que des conteneurs et dans mes conteneurs, enfin sur mes conteneurs, je vais mettre une image de fond. Du coup, l'image de fond, c'est le background image. Voilà, c'est un style et du coup ça devient, c'est la troisième solution que j'ai en tête là qu'on peut faire. Qui est du coup, pour chaque taille d'écran, tu vas dire, voilà, ça c'est mon image machin, ça c'est mon image mobile, ça c'est mon image truc. Quoi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait sur le header. Là. Ça, oui, d'accord. Mais justement, ce matin, j'ai essayé 10 fois dans les images, dans le contenu. Ah ouais, fois, oui, évidemment, à chaque fois, j'avais la mauvaise. Donc, voilà. Ouais. Après, pour du contenu, donc, du coup, le plus simple, ce serait de faire. Le plus simple, c'est de faire avec des conteneurs et une image de background. Un peu plus compliqué, mais peut-être mieux ou pas moins bien, mais tu fais vraiment des images, mais qui disparaissent ou qui apparaissent selon la taille de l'écran. Et le truc ultime que moi je fais et qui est vraiment pas très compliqué, il y a un tuto sur le. Salut Laetitia. Il y a une Laetitia Martin d'ailleurs, Brice Martin. C'est vrai. Qui est sur No Code France que j'ai repéré. C'est pas la même Laetitia Martin qu'on connaît nous. Bref, pardon. Ça m'a totalement. Ouais. Alors donc du coup, la troisième solution, c'est d'installer un plugin sur GitLab qui lui va te recharger, va tout bien gérer au moment du build. Mais ça, c'est une utilisation un peu avancée, c'est pour les. Oui, mais je pense que elle est nécessaire. Ça fait partie du. Ouais, ça fait partie des choses, je pense, à prendre en main avant de se lancer dans la construction d'un site professionnel quand même. Ouais, je pense que c'est pas mal parce qu'en plus, du coup, ça te fait des images en WebP aussi, tu sais, ça te fait la conversion. Enfin, ça va te faire un vrai truc nickel, quoi. C'est comme ça que nous, on a des scores de malades là chez Internet 2000 avec les sites. Enfin, de malades. On peine à atteindre les 100% sur. Tiens, d'ailleurs, justement, avec malheureusement. Mais... alors, je vais pas montrer En fait, ça, c'est le rendu du site en réel, donc. Ah, il est beau, hein. Franchement, il déchire ton site, là. Moi j'adore. Il y a du bricolage là. J'ai essayé à peu près. Alors, ça, c'est une base de données. Ça, c'est pas très important. C'était un test par rapport à une de vos vidéos. Ça, en revanche, c'est des actus qui viennent de WordPress. Donc, j'ai réussi à le connecter à un WordPress que j'ai mis en place exprès, de manière toute simple, et dans lequel j'ai créé quelques articles et j'ai importé les données de ces articles dans des listes et dans des pages d'articles qui vont chercher mon contenu dans WordPress. Donc ça, c'est pareil. T'as été loin. Ouais, mais après WordPress, c'est pareil, je l'utilise, donc je n'ai pas de souci. Ouais. J'ai été loin, mais maintenant, je ne sais pas si on aura le temps, on va pas avoir le temps de tout voir, mais la question c'est comment, il va falloir construire quelque chose dans WordPress qui permette aux clients de remplir créer des champs en fait avec ACF, le plugin ACF, créer des champs pour le fixer dans un template et dans une structure qui va être redesigné et récupéré dans Silex, parce que sinon on s'en sort pas. Parce que là, c'est un article de WordPress qui vient de manière brute, et évidemment, j'ai tout le code qui vient de WordPress en partie. Enfin, j'ai une partie du code qui vient de WordPress, je ne sais pas trop d'ailleurs. Mais ça, je ne peux pas en faire grand-chose si ce n'est pas rentré dans un
enfin, sauf si je me trompe, hein, mais sauf si c'est pas rentré à partir de WordPress dans des champs spécifiques qu'on va récupérer avec des ID ou des classes et qu'on va pouvoir formater dans Silex. Bah, est-ce que tu peux nous montrer comment tu as mis ces données dynamiques, là, comment elles sont affichées dans ton site? Parce que en fait, c'est là qu'on va pouvoir Dans Silex ou dans WordPress? te répondre. Dans Silex, ouais, dans Silex. Dans Silex, alors attends, c'est la page actu. Non, ça c'est l'actu. Ok. Ça c'est la page finale de l'actu en fait. D'accord. D'accord. C'est mon gabarit, donc avec le pied de page, avec la liste de toutes les actus non filtrées. Et là, c'est donc qu'est-ce que tu voulais, c'est ça. Ouais, bah en fait, voilà, ouais, là, tu as mis le contenu Voilà, qui vient de WordPress directement. Voilà. Ouais, donc là, tu as mis c'est- pagination item first, content. Ok, content, c'est ce qui vient de WordPress. Mais en fait, Ouais. si jamais tu utilisais ACF dans ta page, Oui. à la place de content, là, tu aurais moyen de mettre d'autres champs ACF que tu aurais définis, des dates, des images. C'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur la page contact. Non, pas About. D'accord. J'ai créé une fiche, je ne sais plus, une page ou je ne sais pas quoi, avec des données, justement, l'auteur, et j'ai été les récupérer dans About, c'est ici. Bah voilà, donc tu as même trouvé ça Voilà. tout seul. Ok. Ouais. Bah, pas tout tu seul, t'es il y a servi les de la vidéos, doc un peu. La vidéo, Ouais, il y a des vidéos. Ah bon, ouais. Ouais, voilà. Donc, Ok. mais après, ça nécessite une prise en main, voilà, pour pas avoir à chercher à chaque fois, prendre un temps fou. Et puis, j'imagine qu'il y a peut-être des astuces à avoir. Et puis, avec la vitesse. Ben ouais. Alors, il y a Laetitia qui te pose une question. Moi, qui demande pour je vois rien. récupérer. Bah ouais, c'est normal. C'est Ouais. pour ça que je te le dis. Ouais, pas de problème. Brice, il les affiche, moi je te les lis à haute voix. C'est bon. Donc pour récupérer les styles des headers en fait, H1, H2, etc. Ben, comment tu fais les styles en fait de tes headers? Je pense que c'est ça la question. À quel endroit là? Bah, pour mettre en forme, par exemple, le titre 1, titre 2, etc. Bah, j'en sais rien. Là où Bah là, celui-ci, par exemple, ça c'est un H1. Voilà, bah tu l'as mis. Ouais, mais il vient pas de WordPress celui-là. Je pense que Laetitia, toi, c'est quand ça vient de WordPress qui t'intéresse, j'imagine. Je sais pas. Ouais, c'est de pouvoir styler tous les H1 jusqu'à H4 de base. Là, il faut créer des styles pour passer par-dessus, en fait. On peut pas, je crois, dire H1, il aura cette tête. Il faut dire lui donner un nom. Et... Ah, le SEO. Dans Silex? Si la question bah, en fait, alors, ouais, en fait, là, je pense que dans ACF, dans ACF, si tu fais ton titre, tu l'appelles titre. Dans Silex, en fait, tu vas juste poser un H1 que tu vas styler comme tu as envie et dans lequel tu vas mettre la valeur qui vient de ACF. Là, je viens de switcher sur WordPress dans lequel j'ai fait des tests. Ouais. J'ai la page About. Bien, ouais. Ok, la page About qui correspond à celle-là. D'accord. Voilà. Et donc voilà, là, donc là tu as un... Là, what. Ce sont mes champs. Prénom, nom, courriel, site web et biographie. Donc à chaque fois, alors c'est pas ici que ça se gère, les champs ACF. Mais à chaque fois. Ouais, mais on voit bien, ouais, carrément. Ouais. Et du coup, ouais, d'accord. Du coup, tu pourrais les mettre en titre 1, 2 ou 3, enfin faire ce que tu veux. Ouais. Oui, parce que ça se passe dans ça se passe dans la gestion des champs dans le plugin qui est là. Groupe de champs. Groupe de champs. Page. Auteur. Donc j'ai créé un groupe de champs qui s'appelle auteur, qu'on peut utiliser n'importe où en fait. Enfin, on peut le remettre sur différentes pages. Et dedans, il y a prénom. Et donc c'est un type texte. Ça pourrait être un type titre. Ça pourrait être un H2, ça pourrait être un H3. Après, le problème étant qu'il n'y a pas de génération dynamique de l'arborescence des titres, ça peut être gênant aussi. Ouais, bah tu peux. Mais après, c'est dans Silex, je pense que tu vas le mettre en H1 par exemple. Tu vois, et que tu vas pouvoir le styler comme tu veux. Attends, j'ai perdu le truc. Là, oui, on pourrait. Bah, il est en H2 là. Ouais, il est mis là en H2. Il est en H1 d'ailleurs. H3, Okay. etc. Ouais. Donc tu vois, tu peux changer, Laetitia, pour répondre à ta question. Non, c'est faux ce que je dis. Parce que ça, c'est un truc fixe. Ça. Par contre, prénom, prénom. Prénom, span. Il ne devrait pas être en span. Ouais, enfin voilà. Prénom, on pourrait le mettre en H2, en H3, en ce qu'on veut.
Voilà. Oui, oui, Voilà. pardon. Et après, tu peux changer. Ouais, pardon. Après, tu peux changer Pardon. ses styles et tout. Ouais. Après, tu peux styler directement dans Silex et voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Ou créer des styles, oui, enfin dans Silex, et dans les custom CSS, éventuellement faire des styles génériques sur toutes les balises H1, H2, Oui. H3, etc. quoi. Ça, on peut aussi Enfin, générer. Il y a un mix des deux, enfin un mix de tout ça. quoi. Et il y avait une question sur le SEO. Et donc, le SEO, bah, ça se gère dans Silex. Il y a une partie SEO. Voilà. Et là, on peut rentrer. Voilà, petite description. Après, qu'est-ce qu'il y a Et après, si tu veux que ça vienne de WordPress, tu peux le faire dans l'onglet CMS. Je ne sais pas si tu as vu ou pas, Emmanuel. Alors, non, dans l'onglet CMS de ta page. Dans les settings de page. Là, tu es dans les settings de site. Ouais. Et dans les settings de page, là. tu peux faire du. Ah ouais, ok, ouais. Oui, tu peux appeler des choses qui viennent de WordPress, là. Donc, tout ce que tu as mis. Voilà, là-dedans, tu peux. Ouais. Ok. Ouais. Bon, j'ai pas mis le nez là-dedans, hein. Pas du tout encore. Bah voilà, ça fait. Non, bah peut-être pas. C'est déjà impressionnant là ce que tu as fait. Ces apprentissages. Tu as mis combien de temps en fait à faire ça tu as mis en place un WordPress, tu l'as lié avec ton Silex, tu as fait un site Silex et tu as affiché tout. Et ça a de la gueule en plus. Donc, après, dans WordPress, il y a les réglages des plugins, mais ça, il y a une vidéo qui explique quel plugin mettre. Donc, je n'ai pas inventé, hein, je n'ai pas été chercher moi-même. Bon, ça, c'est quelques heures installer un WordPress, installer les plugins, et puis surtout aller chercher les paramètres entre Silex et ça, donc quelques heures. Après, je dirais quelques heures de prise en main rapide, et puis après, je sais pas, pour l'instant, j'en suis à 2-3 jours dessus, quoi. Enfin, plein, mais bon, dispersé en... Ah oui, quand même, ouais. Bah ouais, mais c'est ton premier, quoi. Ouais, bah c'est ça, oui. Le vrai truc, c'est de faire correspondre mes habitudes à ça et de trouver les bons outils. Et savoir quand il y a une limitation, comment la contourner. Maintenant, si on parle de ça, qu'est-ce que j'avais noté pour moi, l'apprentissage suivant, c'est déjà utiliser l'interface de manière fluide, pas avoir à chercher tout le temps les petites infos ou hésiter. Ça, c'est quand même un truc qui est super important. On a parlé des CSS, savoir comment aller plus loin que les CSS actuels dans Silex, donc avec CSS externe ou autre, mais ça c'est faisable, c'est pas très compliqué. Après il y a l'histoire des images, j'ai géré ça avec les plugins extérieurs dans GitLab ou autre. Et après il y a tout ce qui concerne la construction de plus gros projets, c'est-à-dire, on n'aura pas le temps de tout voir, mais comment l'utilisation de symboles réutilisables, notamment par exemple le menu, c'est un symbole réutilisable, parce qu'évidemment, il n'est pas question de créer 10 fois un menu différent, et puis de le modifier une fois, et avoir à le modifier partout. Donc créer une bibliothèque de symboles, et puis créer aussi, une bibliothèque de templates. Ouais, c'est ça, un truc que tu peux réutiliser pour tous tes sites, en fait. Te faire un petit... Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, il y a d'autres questions là dans le chat. On va en profiter pour une fois qu'on a des questions. Oui. Alors, oui, un site. Alors, vous voulez que je vous montre quelques trucs, mais avec mon écran partagé, mais je ne sais pas lesquels. Du coup, on a une question, c'est voir un site en production construit avec Silex, donc peut-être un site un peu abouti. Quoi, il n'est pas abouti celui-là? Non, mais il fait appel à... Ah non, mais franchement... Juste en passant, je viens de tester les carbones, là. Il est bien, hein, parce que je l'ai modifié ce matin. Et voilà, en EcoAvex. C'est pas mal. Je suis passé de 3 mégas à... je sais pas comment... Ouais. Ah non, après, c'est bien. Pour un site WordPress, c'est intéressant quand même. Hein. Ça se voit qu'on n'a pas gardé le front-end de WordPress. Hein. Ouais, c'est ça. Pas mal. Putain, bien joué. Et le code est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est clean, c'est propre, on retrouve bien ces outils. Enfin, c'est petit là-dedans, la structure. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de cochonnerie à rajouter. Il est super propre. En fait, on a le code qu'on a là. Enfin, sa structure. Et pour moi, là, vraiment, c'est hyper important. Tu as un div qui sert de ligne, tu vas retrouver le div dans le code. Voilà. Bon, enfin, là, je m'arrête. Voilà, mais... mais c'est clair que généralement, les scores, ils sont très bons. Et c'est ce qui plaît aussi aux clients. C'est que sur mobile, par exemple, les sites qui sont générés, ils sont ultra rapides à charger. Et ça, c'est vrai que c'est
encore un gros plus. Ouais. Bah, je trouve que voilà, ça Ouais, ça c'est marche un bien. score de ouf. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Alors, Alors, quand même, on monte vite fait un ou deux sites, peut-être Internet 2000, ou Brice si tu veux le faire, hein, ou sinon moi. bah non, mais vas-y, comme ça, toi, tu peux montrer d'autres choses, peut-être. Bah, qu'est-ce que je montre, par exemple, Surfrider, j'en sais rien. Voilà, Surfrider. Je sais pas, voilà. Donc, je suis toujours nul, moi, pour montrer des sites. Je sais pas trop quoi montrer. Alors, on peut cliquer là, ça fait un truc comme ça. Voilà. Bah, du coup, ça, ouais, il y a des Il y a un sliders. menu que j'aime bien. J'aime bien leur menu, il est vraiment cool, je trouve. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est Jonas qui a dû faire ce menu, je pense. Ah, c'est un peu moi aussi. Ah, c'est toi aussi. Ah oui, d'accord. Pardon, Mais je c'est m'y vrai que perds, c'est un franchement. menu. L'avantage, c'est on n'est pas du tout bloqué par un design ou quoi. Tout est possible. Du coup, c'est vrai que ça donne des sites qui sont assez jolis, qui sortent un peu des sites classiques, quoi. Ouais, puis c'est quand même rapide et tout. Et puis pour dire, il y a notre site à nous, Internet 2000. Voilà, donc ça c'est un parti pris rétro-futuriste, comme on dit. T'as vu, je sors ma science. Et puis voilà, donc tout ça, voilà, on a des bons scores, on a évidemment hein, tout ça, mais c'est des sites qui sont branchés à un CMS à chaque fois. Donc au début on utilisait Directus, mais vu que c'est plus open source, on utilise maintenant WordPress et on se tâte à utiliser d'autres trucs, parce que ça peut se brancher par exemple à Strapi ou voilà, on voudrait pas retomber dans un truc qui est open source puis qui demain ne l'est plus parce qu'il y a une startup derrière et qui a envie de changer. Voilà, donc on aimerait au moins WordPress, on est sûr. Et puis voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bah, il y a une adresse qui a été donnée par Molly aussi sur i24. Vas-y, i24, c'est joli ça, ouais. Ah ouais, ça c'est joli. Donc Molly qui fait aussi partie d'Internet 2000. Voilà. Après, il y a d'autres sites aussi, hein, mais d'autres sites d'autres gens, mais on les connaît moins. Voilà. Donc ça c'est joli, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Bon, je sais pas trop quoi dire. Donc, ouais, Virtual Code, je sais pas si ça répond à ta question. Après, il y avait une autre question qui était est-ce que ça récupère la balise dans Silex pour le SEO? Oui, tout ce que tu fais dans WordPress, en fait, tu peux le récupérer dans Silex avec une petite formule, quoi, que tu mets en clic, hein, que tu sélectionnes WordPress, puis après, voilà, en fonction de. Donc, en gros, tu peux faire. Dans WordPress, tu peux faire avec ACF un petit onglet SEO. Avec dedans, tu peux rentrer ton titre, ton image, ta chère image, description. Et tout ça, tu le récupères après dans Silex pour l'afficher. Ouais. Ça s'affiche. Ouais. Et alors, j'en profite pour vous montrer. Alors, du coup, parce que c'est vrai que là, dans WordPress, actuellement, si tu fais un gros bloc de texte pour un post de blog, par exemple. Donc, tu laisses les gens utiliser le champ par défaut, là, le content, l'énorme truc à la WordPress. Alors, le SEO, c'est pareil. Si tu le mets dans WordPress, tu le récupères dans Silex, en fait. Et vu qu'il y a des champs pour le SEO, tu as la petite formule, tu la mets dans... attends, peut-être, Emmanuel, tu peux remontrer vite fait le SEO pour répondre à la question de Laetitia. Ce que tu me montrais tout à l'heure, Attends. Sur une page. Tu sais, le... Faut aller sur ouais, la page. voilà, dans les settings de page, ouais, voilà. Donc là, pour les settings de cette page, par exemple, pour le SEO de cette page-là. Ah. Ouais. C'est pas le moment. Et là, c'était à droite. Ouais. Là, il y a, ouais. Alors là, tu as les. Ouais, voilà, dans CMS, en fait, dans l'onglet CMS, donc tu as les formules qui te permettent de mettre ce qui vient de WordPress. Là, si sur Title, tu cliques sur plus, tu vas avoir ta formule. Tu vas pouvoir récupérer, tu vas pouvoir mettre dans la balise SEO Title, tu vas pouvoir y foutre ce qui vient de WordPress. Ouais. Et qui est dans ce... Ouais, alors parfois, c'est ça. Après, Ouais, il y a beaucoup de trucs. Alors, il y a Virtual Code, je crois que c'était Virtual Code qui, la dernière fois, avait suggéré qu'on pourrait peut-être filtrer quand même ce genre d'énormes trucs où là, on affiche tout ce qu'il y a dans WordPress.
Tu peux tout Ouais. sélectionner, ce qu'il y a dans WordPress, tout ce qui est dispo. Et c'est vrai que du coup, depuis, j'y pense. Je crois même que j'ai fait une feature request et que voilà, on pourrait dire spécifier quand on crée une data source qu'on dise ça c'est du WordPress. Donc je sais déjà qu'il y a telle et telle collection que je peux dégager, quoi. Ouais. Parce que là, il faudrait mettre quoi? Page et plus quelque chose. Page quoi? Ouais, alors page, Ouais, parce qu'il y a plusieurs expressions à la suite à utiliser. alors on pourrait récupérer Yoast, effectivement, mais bon, pourquoi pas. Non, mais page, il y a quand même, j'en sais rien en fait, moi personnellement, j'utilise pas. Toi, Brice, tu dois savoir, toi, tu as dû tellement galérer avec ces longues listes là d'aller chercher le bon truc que tu veux chercher. Par exemple, là, ça va chercher le titre de la page. Donc, on s'en servira de titre SEO. Ouais. Et là, on ferait pareil pour ça a du sens. WordPress. Les descriptions, tu peux aller chercher un champ que tu as créé dans ACF ou alors l'exert ou je sais pas. Ouais. Il y a pas parce que si tu utilises un plugin dans WordPress de SEO justement, il pourra récupérer aussi ce que tu rentrerais dedans. Et c'est exactement la question de Laetitia. Alors je pense que tu peux récupérer ce qui vient de Yoast là-dedans, mais honnêtement, le plus simple, nous ce qu'on fait, c'est quand même qu'on affiche un champ de texte dans ACF. Tu crées un champ de texte et tu dis voilà, ça c'est la description, ça c'est le title, ou alors tu réutilises celui de la page. Tu vois, tu peux aussi te passer de Yoast, en fait. Ça t'enlève un plugin, ça enlève plein d'emmerdes, en fait. Oui, parce qu'on est d'accord que on est d'accord que le WordPress, on quitte la philosophie du on va tout mettre dedans et il ne sert que d'outil pour. Ouais, on pourrait. Oui. Ah oui. Tu veux dire le fait de tout mettre dedans dans le sens de charger un plugin dès que tu as besoin d'un truc, rajouter un plugin et nous, même les gros sites qu'on fait, il n'y a pas énormément de plugins, je crois. La langue. Et les plugins de sécurité et autres, justement, il n'y a plus tellement il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être puisque nous, on les expose même pas à Internet, en fait. Oui, voilà, le client, il a un tout à fait. VPN. C'est secure. Ouais. Donc ce que génère Silex, c'est que des fichiers statiques. Il n'y a pas moyen il n'y a pas de PHP, il n'y a rien. Voilà. Je peux juste montrer vite fait parce que c'est au niveau des clients. C'est ça, Laetitia demandait du coup. Je vais juste te montrer. Nous, on a créé. Je ne sais pas si on voit mon écran. Ouais. Du coup, tu vois, à côté, nous, avec ACF, on a créé des champs comme ça, tout simplement, titre SEO, description, et pareil pour le share. Et ça, on va le récupérer, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Silex. Voilà. Je vais essayer d'arrêter ça. Voilà. Ouais, donc tes clients, Laetitia, je pense que ce sera même plus simple, à mon avis, pour eux. Ouais. Du coup, le client, pour chaque page, chaque post, il rentre son truc. Et s'il rentre rien, nous, on a un autre champ qui est générique à tout le site et qui va chercher par défaut un titre et une description si c'est pas renseigné. Ouais. Il y a une question tu peux tout gérer toi-même. Tu dois tout gérer toi-même. Code. Alors, ça c'est pour moi. Ça c'est un truc de dev, ça, les gars, là. Attention. Alors. En effet, la grosse différence. Alors, non, il y a deux grosses différences. Il y a d'une, ce que génère Silex, c'est que du HTML, alors que WordPress, tu vas avoir, c'est du PHP, une base de données, tout le bordel. Donc, du coup, Silex, c'est un site statique. Y a pas c'est beaucoup plus rapide en fait et c'est plus écologique aussi. Sur ton serveur, il n'y a rien qui s'exécute que des fichiers. Sur les serveurs GitLab ou si tu l'héberges sur un serveur à toi, tu n'as pas besoin de PHP. Donc du coup, WordPress, en vrai, tu sais, ça se ressemble un peu parce que WordPress, tu as du PHP et au milieu, tu as des expressions. Enfin, un thème WordPress, c'est un peu violent à regarder. Je pense qu'Emmanuel, tu vois bien. Mais ce que génère Silex, ça ressemble un petit peu, sauf que c'est que du HTML, du CSS.
Salut Zetoun. Et au milieu, tu as des expressions aussi. Les expressions qu'on fait en clic là dans Silex, en fait, elles se retrouvent dans le code généré par Silex. Voilà. Et après, c'est assemblé avec le contenu du CMS et ça donne que du HTML, CSS. Il y a un deuxième truc qui change beaucoup entre un site WordPress et un site Silex, c'est que souvent dans WordPress, les gens vont, enfin les designers ou les développeurs vont utiliser des thèmes. Et du coup, Emmanuel, tu me corriges justement, en fait, je serais curieux de savoir. En fait, c'est toi qui devrais répondre à cette question, Emmanuel. Les gens qui utilisent des thèmes tout faits, en général, les thèmes, ils sont ils gèrent 1 milliard de cas. C'est le code généré, il est quand même. Ouais, ils sont souvent méga chargés. Et puis après, ils sont méga chargés parce qu'en plus, ils font souvent appel à des constructeurs du genre Elementor ou autres qui surchargent à mort le code généré. Après, on arrive à avoir quand même des trucs. Si on peaufine un peu son travail, savoir comment on structure ses pages et pas faire n'importe quoi avec les constructeurs, on arrive à avoir des trucs à peu près stables et pas trop lourds, mais c'est vachement plus complexe qu'une génération telle que Silex le fait, ou même une construction de page HTML à la main. Et puis, et puis mettre la main dans les templates, tu vois, mettre la main dans les templates générés par ces trucs-là, c'est impossible. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Si tu as besoin de faire quelque chose d'un peu personnel, tu t'arraches les cheveux, quoi. Bah ouais. Le code, tu as des dizaines de divs empilés en général. C'est une dinguerie, parfois pour quelque chose. Ouais. Donc la page HTML, le code généré est déjà lourd en lui-même, sans rien, sans image, sans CSS appelé, enfin bref. Mais après, c'est pas non plus, c'est pas à bannir, hein. C'est vraiment une autre façon, quoi. Ouais. Alors, donc Laetitia qui dit qu'en Divi, elle a des sites qui font des scores en A. Donc ça super. Alors, c'est génial. Ça veut dire que si tu les fais avec Silex, tu auras aussi A. Donc ça, c'est bien. Après, le problème, c'est que par contre, un site WordPress avec ou sans Divi, il sera toujours sur ton serveur. Tu as quand même du HTML, du PHP, une base de données. Du coup, c'est un petit peu plus lent, forcément. Et du coup, tu dois le maintenir. C'est-à-dire, si tu ne mets pas ton WordPress à jour pendant 2 ans, ou même 1 an, ou même 6 mois, tu vas te faire hacker direct. Alors qu'avec Silex, tu n'auras pas ce problème. C'est juste du HTML, CSS. Donc ça, c'est quand même un gros truc. Et en général, alors Divi, je ne connais pas, mais Elementor, c'est vrai que tout le monde, comme Emmanuel, dit que le truc, il est costaud sur le front-end, quoi. Du coup, le score, alors ça dépend quel score. Toi, tu parles sûrement du website Carbone. Je sais qu'il y a un des scores qu'on fait nous qui compte le nombre de divs dans la page. Auquel cas, avec Divi, tu auras beaucoup plus de divs qu'avec Silex, parce que tu auras beaucoup plus d'éléments dans ta page qu'avec Silex, puisque avec Silex, enfin, sauf si tu fais n'importe quoi dans Silex, tu peux faire ce que tu veux avec Silex, mais avec Divi, vu que tu as des blocs que tu déposes, eux, ils ont un nombre fixe de divs, etc. Tu peux pas jouer dessus, alors qu'avec Silex, tu peux aller optimiser à mort. Voilà. Alors attends, ça dépend comment on bosse, oui, ça c'est vrai, parce que par exemple, toi, Emmanuel, tu fais tes sites à la main, tes sites WordPress, tes thèmes WordPress à la main, pas tout. Pas tout le temps, non. Et ouais, d'accord. Non, faut avouer. D'accord. Ouais, c'est EcoIndex qui compte les divs. Ok. Et ouais, pardon. Et donc, Virtual Code. Alors, j'ai du mal à suivre avec tous les commentaires. C'est cool, hein, franchement, allez-y. Hein, on a de la participation aujourd'hui, là, tout le monde est chaud. Allez. Donc, il a besoin du serveur CMS pour avoir le contenu au build time. Exactement. Donc, en fait, ton CMS, si tu as envie de l'éteindre une fois que tu as fait tes modifications, il n'y a pas de problème. Tu peux. Le site, il reste en ligne, même si tout ton serveur crash côté WordPress et tout ou autre. Voilà. Alors ouais, donc est-ce que Silex c'est vraiment du no-code? Alors, pour l'instant, Silex, le code qu'on fait, c'est du code CSS, comme a montré Emmanuel. Le seul code qu'on fait, c'est du code CSS et qui est dans le head editor parce que on ne peut pas. Il y a un problème. Je vais vous montrer exactement pourquoi. Et je suis en train de bosser sur un truc qui va faire que d'ici très peu, on pourra se passer tout ce code.
Mais effectivement, le no-code, c'est la même logique que le code. Donc, du coup, tu vas devoir en fait apprendre le HTML, CSS. C'est juste que tu t'obliges pas à apprendre la syntaxe en fait. Tu t'obliges à apprendre les concepts. Tu vois, qu'est-ce que c'est qu'un conteneur, une div en fait, voilà. Et c'est ça qui est bien avec Silex, c'est que c'est pas comme des outils comme Webflow ou même Elementor ou Divi, où tous les termes que tu apprends dans Webflow, bah, c'est des termes souvent qui sont propres à Webflow. Alors il y a une partie quand même qui est commun au HTML, mais on ne sait jamais trop, et puis c'est pas pareil, quoi. Alors que dans Silex, on essaye vraiment de faire en sorte que si un jour tu as envie de te mettre au code à la main, bah, tu retrouveras exactement les mêmes concepts que Silex, tu auras juste à apprendre une syntaxe, quoi. C'est tout. Et voilà, et le low-code, c'est quand vraiment tu fais du code, tu vois, même N8N où tu fais quand même des formules hyper complexes il y a un peu de JavaScript et tout, on appelle ça quand même du no-code, quoi. Parce qu'ils disent pas que c'est du JavaScript, il y a un truc qui t'aide à faire les expressions. Voilà. Et peut-être que je peux vous montrer alors mon outil là qui va permettre de se passer de faire du code dans. Ouais, il n'y a personne derrière nous, Alexandre, parce qu'on a dépassé le quart d'heure. Il est 19. S'il y a quelqu'un après nous, eh ben, manifestez-vous. Alors, attends, je regarde vite fait l'agenda. Tu peux garder. Mais je sais plus comment on fait pour choper l'agenda de No Code France. Je crois que... Je peux aller chercher. Attends, je partage ton écran. Ouais, vas-y. Puis je veux bien que tu... Ouais, peut-être tu regardes. Je vais essayer de voir s'il y a un agenda. Mais bon, je pense que voilà, au pire, donc là, si un live, ça va nous écraser et ça ne bloquera pas. Ouais, ça va bien se passer. Voilà, si on disparaît, ben, on vous voit de toute façon dans un mois. Hein, c'est pas très grave. Mais donc là, je vous montre vite fait le Silex actuel. Effectivement, si par exemple je mets une classe ici en haut à droite, déjà je peux pas mettre une div ou je peux pas mettre un nom de tag, donc div ou a ou je sais pas quoi là dans le truc qui est en haut à droite là. Je suis obligé de mettre une classe CSS. Donc voilà. Et cette classe CSS, je peux pas lui dire en fait, je peux lui dire bon bah là je suis en train de styler navbar.nav menu time link, donc c'est ce que m'affiche là le truc. Il me dit là ce que tu es en train de styler, c'est ce truc là. Donc si je change une couleur ou je sais pas quoi, ça s'appliquera à un truc qui est quand il a les deux classes CSS ensemble. Si j'en décoche une, bah là ce que je style c'est que navbar. Voilà. Et si j'enlève tout ou si je les efface, ce qui revient au même, ce que je style c'est juste l'élément sélectionné sur son ID. Donc si je mets une couleur, ça ira sur son ID. Voilà. Ce qui n'est pas une très bonne pratique. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire là, on ne peut pas sélectionner des tags, genre P, genre H1, etc. On ne peut pas styler tous les tags de mon site. Et je ne peux pas non plus, par exemple, styler toutes les classes Navitem qui sont dans Navbar. Je ne peux pas dire je style cette classe-là différemment selon dans quel élément elle est. Et en CSS, on utilise pas mal ça. C'est assez puissant. Et donc là, moi, je suis en train de bosser sur un truc qui ressemble à ça. Donc, c'est pas intégré dans CX, enfin, du tout. Là, c'est vraiment... Il y a pas tout. C'est juste pour vous montrer. Mais en gros, là, je vais pouvoir lui dire, bah, par exemple, je vais te sélectionner donc une... donc, si je mets rien, il te propose quelques trucs. Là, dièse pour taper une ID ou des crochets pour taper un attribut ou un point pour taper. Donc, si je mets par exemple le point test, ok, ça me fait une classe point test. Ok. Je peux lui mettre comme là dans Silex actuellement, mais je trouve de manière un peu meilleure. Je peux lui dire que c'est que en Hoover, par exemple. Donc là, tous les styles que j'appliquerai sont sur. Et là, on le voit ici, currently styling, point test. Je ne sais pas si vous voyez bien. Point test de point Hoover. Voilà, là, je suis en train de styler ça. Donc, si je lui mets un point test 2, bah, je style les deux, point test, point Hoover. OK. Mais là, ce qui est bien, c'est que je peux rajouter aussi une relation. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a dans la drop-down là, quand j'ai appuyé. Ouais, très bien. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est cool. Bah, là, je peux lui dire, OK, je vais styler, je vais appliquer un style à point test 2 Hoover, mais seulement si à l'intérieur de mon élément, il y a un autre élément. Et donc, c'est là que c'est marrant. Donc, celui-là, je vais l'appeler par exemple point child, donc la classe child. OK.
Donc déjà, on peut avoir une hiérarchie comme ça. On peut lui dire aussi si je suis, non pas si je style pas cet élément s'il a quelque chose à l'intérieur, mais je style cet élément s'il est à l'intérieur lui-même de quelque chose. Donc là, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais l'appeler .parent. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné espace. Donc il faudra peut-être que je trouve une meilleure moyen de dire ça. Mais là, je style test.test2, .test.test2. 2 points over, parce que j'ai sélectionné le over, espace, point parent. Voilà. C'est le truc qui est là. Enfin, plutôt point parent, espace, et après tout mon bordel. Voilà. Y a un autre truc que ça permet de faire, c'est que ça permet de sélectionner des divs, mais là, je crois que ça ne va pas marcher. Ouais, là, pour l'instant, ça ne marche pas parce que je suis hors de Silex, mais ça marche déjà, en fait. Donc, ça peut sélectionner des divs, des A, des P, etc. Et ça peut même sélectionner, je ne sais pas si vous savez, mais parfois, il y a des composants. Donc, component 1, test, par exemple. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un petit symbole composant. Ça permet de styler des components. Donc, par exemple, des maps, des trucs qu'on peut faire c'est des web components. Donc, c'est un standard et c'est développé en JavaScript. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Bon, ça ne va pas être hyper utile. Mais surtout, un autre truc qu'on peut faire, c'est dire, je veux sélectionner un attribut. Donc, par exemple, l'attribut checked dans une drop. Si je suis en train de styler une checkbox, je veux dire quand elle est checked, je vais appliquer un certain style. Donc là, je vais vous enlever les trucs qui servent à rien. Voilà. Donc là, je lui dis, quand j'ai l'attribut checked, voilà. Donc c'est .test2, parce que ça, c'est la classe que j'ai définie là, et entre crochets checked. Voilà. Ou placeholder, par exemple. Donc, si jamais j'ai un placeholder, ou bien d'autres attributs, d'autres attributs. Et je peux même dire, par exemple, oui. Alors, par exemple, pour SRC, par exemple, je pourrais dire, OK, mon attribut, ça va être SRC parce que je suis en train de styler une image. OK. Et je veux toutes les sources qui sont égales à HTTP, blablabla, quoi, tu vois. Donc là, je vais styler toutes les images, enfin, tous les éléments qui ont un attribut source égal à ce truc-là. Voilà. Vous voyez là le sélecteur généré. Donc, et comme j'ai ce truc aussi de pouvoir dire, je veux aller prendre les enfants ou les éléments qui sont à côté, tu vois, when immediately follows. Donc, voilà, enfin bref, si c'est pas clair, surtout dites-moi. Et voilà. Et donc, on va pouvoir cibler tous les sélecteurs, les attributs, les classes, les ID, les types, les pseudo-classes, active, over, etc., les pseudo-éléments, after, before et tout, tralala, et les parents et les enfants, avec tout ça. Avec ce truc. Okay. Ouais. Et les notes aussi, il y a des trucs notes. Donc, par exemple, si je ne suis pas, par exemple, là, on va styler tout ce qui a une classe test2, mais qui n'a pas la classe. Alors, qui n'a pas la classe test2, c'est con, mais qui n'a pas la classe test3. Je sais pas ce que ça peut donner, ça. Probablement pas grand-chose de bon. Voilà, donc là, tu prends toutes les classes .test2, mais qui n'ont pas .test3. Donc ça, du coup, c'est pour, par exemple, du texte qui vient de WordPress, comme tu disais tout à l'heure, si j'ai un texte riche dans WordPress, là, je vais pouvoir tout styler comme ça. Voilà. C'est ce que fait Webflow, mais en un peu plus poussé, quoi. Là, c'est un peu plus technique, un peu plus poussé. Et donc, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Virtual Code, c'est vrai que ça ressemble beaucoup ça ressemble à du code, en fait. Et voilà, mais non, c'est plus Coda, là, Olivier. Là, c'est Silex. Et c'est même pas Silex, là, c'est la future interface de Silex. Donc, voilà, Silex, ça ressemble à ça. Et voilà, oui, donc voilà, c'est ce sur quoi je bosse. Je bosse là-dessus dans le cadre d'Internet 2000, puisqu'on fait des sites, on commence à faire des gros sites pour des gros clients et que je veux que déjà que tout le monde bosse dans des meilleures conditions, qu'il y ait moins de code custom et que le code généré soit encore plus propre pour avoir encore des meilleurs scores, quoi. Voilà. Ah, on n'a pas changé le titre de la page, Brice, ça dit toujours Coda. Apparemment, dans Twitch. Ah bon. Je sais pas.
Je ne sais pas. Bah ouais, désolé, Olivier. Hein. Après, on peut faire un peu de coda si vous voulez. C'était juste avant, c'était très sympa. Ah bah non, tu vois, ça allait. Bon, j'ai juste écrit Silex à l'arrache, parce que j'avoue qu'on a créé le truc la dernière seconde, mais non, si c'est bon. Ouais. Mais c'est là que c'est bon. Ben voilà. Alors, Emmanuel, t'en penses quoi, toi, de ce super éditeur là, comme ça, là, Est-ce que ça t'as des remarques? C'est bien ça, oui. C'est ce que tu imaginais ou? Comment, en termes de quoi? De fonctionnement, d'ergonomie? Mais en tout cas, en termes de possibilités, oui, c'est ce qui. Ça permettrait de s'affranchir de pas mal d'apports extérieurs, quoi. Enfin, au moins des petites choses, petites choses importantes du genre cibler les enfants déjà, rien que ça, c'est pas mal. Ouais. Après, si on veut peut-être aller plus rapidement, parce que c'est peut-être. La question est peut-être si on a beaucoup de pseudo-classes, de pseudo-éléments et de choses comme ça à cibler, peut-être qu'effectivement, quand on connaît le CSS derrière, il vaut peut-être mieux carrément prendre VS Code, pondre ses styles spécifiques, ramener son petit bout de CSS en custom, et puis voilà, quoi. Enfin, ça ira peut-être toujours plus vite, mais pour quelques outils comme ça, à l'intérieur des besoins ponctuels, c'est très bien. Ouais, il faudra dans ces cas-là qu'on développe un truc, si les gens commencent à faire vraiment ça, à développer donc dans un éditeur de code et dans Silex, donc la structure dans Silex, le nom des classes, donc des trucs pratiques dans Silex, mais dans VS Code, dans un éditeur de code, le CSS, il faudra qu'on arrive à faire bien la synchro entre les deux, c'est-à-dire dès que tu modifies dans ton éditeur de code, que ça soit visualisé dans Silex, tu vois, parce que là tu vas devoir rafraîchir ta page, ça va devoir, c'est tout un bordel. Mais du coup, ça va pas être exceptionnel tout de suite, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, ça va plus vite d'aller en code quand tu connais le code, quoi. Ouais. Après, en termes quand on est en pré-prod, dans la version dev, tu peux toujours faire appel à une CSS externe que tu stockes quelque part et que tu rapatrieras ensuite dans le custom code si besoin. Et là, oui, tu rafraîchis juste ton écran, mais c'est tout. Enfin, tu rafraîchis que ta page front. Une fois d'accord. Tu te mets en mode preview dans Silex, en fait, et du coup, quand tu changes, ça... non, tu te mets même pas en mode preview dans Silex, tu vas voir ta page. Tu vas voir ta page en ligne. C'est ça. Avec l'URL. Tu publies, en fait. Ouais. Et tu publies, en plus, tu peux publier en mode automatique avec un petit gulp qui t'envoie ça directement sur le FTP, etc. Et tu aurais juste à faire le chargement. Bon, voilà. Je suis curieux de voir. En fait, on va faire à un moment une émission, je pense, ou une démo de Silex pour les développeurs Eleventy ou les développeurs vraiment qui veulent bosser en ligne de commande, en local, etc. Et parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire, effectivement. C'est hyper simple. Même il y a un système de plugin dans Silex, il y a un système de plugin dans GitLab. Et du coup, tu peux faire. C'est un peu sans fin, quoi. Ouais. Donc, il y a VirtualCode qui dit si on insère une CSS ailleurs, on aura le serveur qui tourne derrière. Oui, mais là, c'est vraiment en mode dev. Ensuite, une fois que le site est publié, c'est mode dev, c'est la construction vraiment réelle du site. Après, je pense que quand on fait des petites retouches sur le site, c'est plus la peine de passer par là. Ouais, parce que c'est vrai que si tu vas en production en mettant effectivement ton CSS à un autre endroit, bon, c'est dommage. Ouais. Normalement, là, quand tu publies, le but, c'est que Silex, il récupère tout et il héberge tout en statique sur ton hébergement. Donc, parce qu'on pourrait se dire la même chose quand tu as un WordPress qui tourne, les images, elles sont dans WordPress, par exemple. Mais en fait, Silex, ce qu'il fait, c'est qu'il les télécharge en local et il les envoie sur ton hébergeur. Donc, à la fin, tu n'as rien qui tourne autre que ton serveur, quoi. Voilà. Ça, c'était bien vu, Virtual Code aussi. Ça, faut le préciser, parce que si tu fais des sites statiques où il y a la moitié qui est dynamique, c'est... Bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, c'est cool, on touche à la fin. Une petite question, là? Une dernière? Non, moi, j'ai remarqué qu'il y a une des personnes qui s'appelle comment déjà, je ne sais plus, mais qui est en fait Jonas. C'est Jonas caché, là, à Kiven. C'est vrai. À Kiven, c'est Jonas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait remarqué. Mais bon, voilà. Tu l'as démasqué. Génial. C'est pas toi, Jonas. Ouais, j'y crois même pas. Ok.
Donc, le mois Bah ouais. prochain, on ne sait pas encore ce sur quoi ça va être, mais voilà, on cherche des intervenants aussi. N'hésitez pas si vous êtes débutant en Silex. Et puis, voilà, on peut brancher Silex à un peu n'importe quoi. Donc, par exemple, quelqu'un qui ferait je sais pas, du NoCoDB ou je sais pas de quelle base de données, on peut la brancher à Silex. Donc, on peut vous inviter à l'émission aussi. Voilà. Carrément. Eh ben, en tout cas, merci Emmanuel. C'était Avec vraiment plaisir. cool d'avoir un avis de quelqu'un qui utilise Silex depuis peu de temps et de voir que c'est possible de faire quand même pas mal de choses assez rapidement avec Silex. Donc c'est vrai que c'est toujours gratifiant, je pense aussi pour Alexandre, de voir qu'il a fait tout ce travail et que ça puisse servir à d'autres personnes. C'est toujours agréable. Eh bien, Si merci. ça te sert à toi déjà, Brice, moi je suis content. Ouais. C'est vrai qu'on te demande souvent beaucoup de choses, mais de moins en moins quand même. Ça fonctionne quand même. Pas de problème. Je suis content, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. Et du coup, au mois, dans un mois, à vendredi, donc le mois prochain. Bon week-end à tous. Bon week-end. Ciao. Merci. Allez.